Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous et très belle année 2021. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année parce que oui, même si on est bien conscient que la galère du Covid n'est pas encore derrière nous, on avance doucement et donc c'est important de commencer cet épisode pour moi par se souhaiter de belles choses pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme ou alors que vous réussissez tout doucement à sortir un peu de l'hibernation. Je sais que ça peut être très compliqué, c'est mon cas, donc prenez votre temps. Et pour bien démarrer cette nouvelle année, je reprends ce podcast avec un invité avec qui j'ai particulièrement adoré échanger. Il s'agit même du premier homme de ce podcast. Et on a parlé ensemble de marketing, de communication. Il nous a donné plein d'astuces pour développer votre podcast. C'est vraiment un épisode en or et il s'agit de Bart du podcast Extraterrien. Je suis vraiment ravie de pouvoir recevoir Bart pour qu'il nous parle de ses débuts avec son podcast, ses réussites, ses échecs et puis surtout, je vous le disais, il nous donne plein d'astuces pour faire décoller votre podcast. Donc c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. Cette année encore, je tiens à vous remercier énormément pour votre écoute, pour vos retours aussi que vous m'envoyez par message privé. C'est quelque chose qui me fait toujours extrêmement plaisir de voir que ce que je produis, c'est utile, que ça peut vous aider. Donc encore merci pour votre confiance. Et je tiens aujourd'hui particulièrement à remercier Julie RW qui m'a laissé cet avis sur Apple Podcast. Merci Anastasia de nous donner l'occasion d'en apprendre plus sur comment faire un podcast et aussi sur notre capacité à sauter le pas. Le premier épisode est très judicieux, c'est génial de l'avoir créé et diffusé. Je vais poursuivre tes épisodes et partager ton podcast à des personnes qui veulent se lancer. Merci Julie énormément. Alors non seulement du coup pour ton message qui me va droit au cœur. Le premier épisode parle du syndrome de l'imposteur et du manque de légitimité quand on veut créer un podcast mais qu'on se sent pas légitime, qu'on se donne des excuses en fait. Donc si c'est votre cas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et merci beaucoup Julie de partager ce podcast avec des personnes qui veulent aussi lancer son podcast ou qui ont envie de le développer aussi, bien sûr. Je m'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui ont envie d'être dans le podcast game, comme on dit. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas aussi à faire la même chose pour votre podcast, à en parler, à en reparler et à inviter les personnes à partager votre podcast. Et de toute façon, vous allez le voir, on en parle dans cet épisode. C'est une technique qui fonctionne très très bien pour développer votre podcast. Bon, et comme c'est le début de l'année, votre objectif c'est peut-être justement de vous lancer enfin dans l'aventure podcast, vous aussi. Donc je vous rappelle que je vous propose un guide gratuit pour vous y aider. Donc pour télécharger cette checklist qui s'appelle les 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves, je vous donne rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site podcast avec un s-stories avec un s.fr. Allez, je vous laisse écouter ma conversation passionnante avec Bart. Concentrez-vous bien parce que cet épisode regorge vraiment d'astuces à mettre en place pour faire décoller votre podcast. Bonjour, alors je sais pas si on dit Bart ou Barthélémy, comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle ? Tous les gens qui me connaissent m'appellent Bart, donc okay. Comme on se connaît un petit peu par message interposé, tu peux dire Bart. Waouh, super. Donc bonjour Bart, je suis ravie de te recevoir dans Les Nouvelles Voix. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était une super opportunité et je suis hyper content d'être là, sachant qu'en plus j'écoutais beaucoup ce que tu fais. Donc c'était l'occasion de pouvoir approfondir un petit peu la relation et de passer de l'autre côté du micro et échanger avec une podcasteuse que j'apprécie beaucoup. Voilà. Ah merci beaucoup pour tous ces compliments. C'est vrai qu'on se connaissait depuis les coulisses, jadis. Bart, tu es le créateur du podcast Extraterrien, un podcast où tu échanges donc sous forme d'une conversation avec des sportifs inspirants et hors du commun. C'est un peu le pitch. On va parler de ça dans quelques minutes. Avant, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur toi, sur ton parcours, qui es-tu? Ouais, assez rapidement, moi je suis trentenaire, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons, je suis quelqu'un de très optimiste, très ambitieux et très chanceux. Je me suis tourné assez rapidement vers l'entrepreneuriat, j'ai monté plusieurs sociétés, certaines qui ont été des réussites, d'autres qui ont été des francs échecs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu lié à ça. Je pilote et je dirige un incubateur de start-up qui s'appelle School Lab. Alors School Lab, c'est un gros studio d'innovation et moi je m'occupe de l'équipe en charge justement de l'accélération de projets et je m'éclate à fond là-dedans. Je vois des dizaines d'entrepreneurs tous les jours et mon but dans la vie, c'est de mettre toutes les choses en place pour que eux ils puissent réussir leur boîte. Donc ça me va très très bien et en plus ça me permet de me libérer un peu de temps pour mon projet podcastique et mes autres projets à côté. Donc c'est vraiment le modèle qui me correspond le mieux, quoi. Bon bah top, mais oui parce que j'ai vu en faisant une petite recherche que tu étais pas mal occupé, du genre à avoir plein d'activités, mais très bien, très bien. Exactement, ouais, exactement. Mais après, c'est que de l'organisation et après, je te cache pas que tu vois, il y a des moments comme là en fin d'année quand tu dois faire le bilan de tes 3 autres sociétés sur lesquelles tu es encore au conseil d'administration. Tu rigoles pas. Il y a des moments comme ça où c'est un peu dense, mais en vrai, c'est que de l'organisation, c'est qu'une question de priorité. Et moi, je me régale à faire beaucoup de choses. C'est ça qui m'anime le matin, hein, c'est de me lever et de voir que j'ai une to-do hyper remplie et que dedans il y a des trucs trop chouettes. Et du coup, c'est pour ça que je me mets beaucoup de trucs à faire. Et aujourd'hui, on est là pour parler principalement de Extraterrien, donc ton podcast. Donc on l'a vu, Extraterrien, c'est le podcast dédié aux sportifs. Donc tu y accueilles des athlètes, des champions olympiques, des explorateurs, des passionnés. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'est née cette idée de créer ce podcast-là? Ouais, écoute, je pense comme beaucoup de podcasteurs, c'est venu en écoutant d'autres podcasts. Alors après, c'était un petit peu particulier. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts en lien avec l'entrepreneuriat, beaucoup effectivement de conversations. Je pense à La Poudre, je pense à Nouvelle École, je pense à Génération Do It Yourself, aussi les podcasts américains, Tim Ferriss Show, Jonah Tutcher et Joe Rogan. J'écoutais énormément et j'étais un peu biberonné à l'entrepreneuriat. Et pour la petite histoire, je me suis fait virer d'une de mes sociétés. Et du coup, ça a été assez violent pour moi. Et quelques jours après m'être fait virer, en fait, je suis parti courir et je me suis dit tiens, je vais me mettre un podcast comme toutes les fois où je vais courir. Et je me suis dit cette fois-ci, tiens, c'est marrant, j'ai pas du tout envie d'écouter un entrepreneur ou une femme brillante. J'ai envie d'écouter un athlète. Et j'ai commencé à chercher et il y avait quelques trucs, quelques podcasts qui étaient pas mal, mais qui était pas le podcast de mes rêves, et je me suis dit tiens, c'est marrant, ça existe pas. Et je suis rentré chez moi et j'ai posté un petit message sur LinkedIn et j'ai dit oui, j'ai dans mon placard du matériel de podcast, j'aimerais bien interviewer quelques athlètes et voir si ça me plaît. Est-ce que vous avez des contacts à me donner? Et en fait j'avais la chance d'avoir dans mon réseau qui est un petit peu étoffé, d'avoir des gens formidables qui m'ont fait des intros avec des champions olympiques, des gens qui avaient des records du monde. Enfin, du coup, ça allait super vite. Et 1 ou 2 semaines après, j'étais déjà en train de faire ma première interview. Et je suis parti à fond, tout de suite comme ça. Dès la première interview, je suis sorti et je me suis dit putain, c'était incroyable. Il faut absolument que j'en fasse d'autres. Et je me suis mis le défi à l'époque d'en faire 100. Là aujourd'hui, je pense que j'en suis à 75 exactement. Je pense faire ça toute ma vie, voilà. Waouh. Ouais, donc tu t'es vraiment lancé comme ça en disant vas-y, je vais tester, je vais poster un message, et il y a eu des répercussions énormes derrière en fait. Enfin, tout de suite ça a pris, la mayonnaise a pris. Ouais, peut-être. Après, tu vois, c'était aussi l'expérience. J'avais déjà fait beaucoup d'interviews, soit sur YouTube ou soit des interviews audio, mais que je publiais pas sur un format podcast. Et j'en écoutais beaucoup, donc je savais tout de suite ce que moi je voulais. Je savais tout de suite ce qui potentiellement plairait un peu aux auditeurs. Et ouais, et j'ai eu la chance d'avoir tout de suite des invités.
Et donc sur plusieurs points, ça a avancé super vite. Et à partir du moment où je me régale moi dans un projet, je m'y mets à fond. Et du coup c'était le cas pour cette fois-ci, quoi. Top. Et tu y parles vraiment de tous les sports dans ce podcast, parce qu'il y a vraiment, alors il y a de la boxe, il y a du judo, de la course, du handball, mais il y a aussi, notamment dans le dernier épisode, des escaladeurs de glace. Je sais pas si on dit escaladeurs, mais des gens On qui dit font des l'escalade de grimpeurs, glace. ouais, des grimpeurs sur Des glace, grimpeurs ou des avec alpinistes. des frères là devant, un skipper pro avec Thomas Coville ou encore un pro du monocycle avec Ouais. Martin Charrier. C'est dingue d'avoir autant de sports différents. Enfin, c'est des sports que je connaissais même pas. Bon, après moi j'y connais rien en sport, mais c'était vraiment une volonté d'avoir comme ça des sports vraiment hyper différents, de réunir un peu tous les sports. Ouais, écoute, c'est une bonne question. À l'origine, en fait, je voulais vraiment donner la parole aux sportifs sur des sujets sur lesquels on les entend pas souvent, et notamment à être capable de leur faire raconter leur histoire en prenant le temps, parce que les médias sportifs aujourd'hui produisent énormément de contenu, tout va très très vite, et du coup c'est des micro-capsules. Après, bon, c'est comme beaucoup de médias, et c'est le point fort du podcast, c'est qu'on peut prendre le temps et on peut aller en profondeur sur les sujets. Et avec le temps, en fait, j'ai eu petit à petit de plus en plus de curiosité, et j'ai aussi été sollicité, tu vois, par certaines fédérations. Là, tu citais les frères là devant sur l'escalade de glace. Tu vois, c'est leur fédération qui m'a contacté, qui m'a proposé, et j'ai regardé quelques vidéos et ça m'a tout de suite trop tenté. Et en fait, je le fais surtout, je le fais de manière assez spontanée. En fait, tous les sujets qui m'intéressent, je les fais. Et quand ça m'intéresse pas, quand je sens que le sujet a déjà été traité, ou que je vais je vais avoir du mal à être original ou à trouver des sujets vraiment pertinents, je le dis, et puis soit on itère et on essaie de trouver un sujet sympa avec les invités, soit tout simplement ça se fait pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup ma curiosité, et je suis hyper content de donner la parole à des athlètes complètement confidentiels comme le monocycle ou l'escalade de glace. J'en fais pas tout le temps non plus, c'est pas la ligne édito du podcast, hein. Mais j'aime bien aussi cette mission de faire découvrir d'autres sports, de faire découvrir des athlètes qu'on voit pas d'habitude, et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Je pense toujours avec un bon équilibre entre des athlètes avec une certaine notoriété, et les amener sur des sujets sur lesquels on les attend pas, avec des athlètes complètement confidentiels. Je vais essayer de garder cet équilibre, mais je suis très content de cette mission-là, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent c'est vraiment génial, ils adorent découvrir en fait des sports par la voix d'un champion ou d'une championne. Donc je vais continuer à le faire. Voilà. Super. Et justement, c'était une de mes questions, c'est que tes formats, c'est un format qui est plutôt long pour du podcast. Alors, on entend souvent avec Génération de It Yourself, par exemple, qui a des épisodes hyper longs aussi. Mais toi, tes épisodes, ils font plus d'1 heure, parfois même 1h30. Est-ce que t'arriverais à savoir qu'est-ce que viennent chercher tes auditeurs, en fait, en t'écoutant? Et est-ce que c'est une volonté vraiment d'avoir ces épisodes qui sont assez longs, de garder un format comme ça, où tu peux vraiment aller en profondeur? Déjà, j'ai un énorme avantage sur beaucoup d'autres peut-être podcasteurs, c'est que c'est la façon avec laquelle les gens consomment mes épisodes. Et la majeure partie de mes auditeurs, ils m'écoutent pendant qu'ils font leur yoga, leur course à pied, et ils font beaucoup de sport. Donc pour la majorité, et du coup en fait ils ont du temps. Ils ont un temps d'écoute qui est disponible, et du coup en fait le fait de prendre le temps, et le fait d'avoir des interviews longues, et ben finalement en fait c'est un format qui leur correspond super bien. Et au début je me cherchais beaucoup, j'hésitais à passer sous la barre des 40 minutes, j'hésitais à rester sous l'heure, j'hésitais à me permettre d'augmenter, et en fait finalement je me suis rendu compte, c'est que déjà plus c'était long, plus moi je m'éclatais, et plus c'était long, plus les auditeurs me faisaient des retours en disant que c'était cool de pouvoir sortir des sentiers battus, poser des questions vraiment larges. Donc si tu veux, j'ai été très proche de ma communauté pour ça. J'ai pas voulu imposer un style. J'ai été vraiment à l'écoute de ce qu'on me disait. Et tu vois, j'ai eu une fois un commentaire un peu négatif sur Apple Podcast de quelqu'un qui disait oui, j'aimerais bien aller droit à l'essentiel ou quoi. Et en fait, c'est difficile avec un athlète. Les athlètes, ils ont du mal à se découvrir parfois avec les journalistes, avec les médias. Et du coup, en fait, c'est aussi un format qui leur correspond, de pouvoir prendre le temps, d'être tranquille, de pas être jugé, d'être sur un format de conversation où ils se prennent pas la tête, où ils ont l'impression vraiment de
d'être sur une conversation entre amis au coin du feu et de pouvoir communiquer ce qu'ils ont envie de communiquer avec leur audience, parce que c'est pour eux aussi qu'ils le font. Et donc écoute, c'était un alignement des planètes. Au début, j'étais pas du tout agnostique, et effectivement, les podcasts longs m'inspiraient beaucoup. Donc c'était là-dessus, j'avais beaucoup d'hésitation à le faire. Et puis finalement, en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul, assez naturellement, et aujourd'hui, je suis très content de ce format-là. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que tu vas interviewer des personnes qui parfois sont hyper connues, sont interviewées par des grands journaux, etc. Et ils ont peut-être justement ce réflexe de répondre rapidement à des questions, tu sais, d'aller droit au but. Et justement, le format du podcast, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu peux creuser, tu peux faire des réponses longues, creuser, enfin vraiment créer une espèce d'intimité comme ça avec tes invités. En plus, les sportifs, tu vois, ils sont vachement, comme tu le disais, ils sont un peu pressés par le temps. Ils doivent faire vachement attention à ce qui se dit, parce que le lendemain, ça peut se retrouver en une de l'équipe, tu vois. Et du coup, en fait, là, le fait qu'ils aient pas cette pression-là, on arrive à sortir du discours pré-mâché, pré-structuré, un peu la caricature, tu vois, du footballeur en fin de match, qui te dit finalement toujours la même chose, tu vois. Restons soudés, travaillons collectif, et on va retourner travailler, tu vois. En gros, c'est toujours les mêmes discours. Et là, en fait, on peut sortir de ça. Et donc, c'est un format qui leur plaît vraiment, et sur lequel ils peuvent vraiment parler avec leur communauté. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Et est-ce que parfois t'as du mal à les mettre à l'aise justement parce qu'ils sont dans cette envie de répondre rapidement, d'aller droit au but? Comment est-ce que tu fais justement pour les mettre à l'aise, pour leur dire ok c'est bon, tu peux répondre tranquille quoi? Ouais, j'ai plusieurs petites astuces pour ça. Déjà, c'est que je passe toujours du temps au téléphone avec eux avant, une petite demi-heure, et souvent j'essaye de briser la glace tout de suite en leur disant écoute, moi je suis pas un journaliste professionnel. Mon but c'est pas de faire du clickbait. C'est pas de tirer la petite phrase un peu choquante et de la mettre en titre. Alors des fois ça m'est arrivé de le faire et je les préviens avant. Et je leur dis moi mon but c'est tout l'inverse. Mon but c'est de te mettre en valeur toi, de te faire raconter ton histoire de la plus belle des manières. Ne te sens pas jugé parce que je te jugerai pas, et même au contraire j'essaierai de te comprendre le plus possible et d'être vraiment dans une conversation, quoi, comme le serait un ami, c'est-à-dire à ton écoute, sans te juger. Et tu vois, j'ai juste mis des mots dessus, et je pense que ça aide déjà beaucoup. Et il y en a plein que ça rassure et qui se disent ah c'est cool, j'aime bien ta démarche. Et je trouve que le format est intéressant. Donc ça c'est une première chose. La deuxième petite astuce un peu par rapport à ça, c'est peut-être, je me permets aussi des fois de dire mon avis sur ce que je pense d'eux, ou ce que je ressens d'eux. Perso aussi. Ouais, exactement. Et sur des expériences perso. Et tu vois, par exemple, j'hésite pas à leur faire des compliments, à leur dire des choses que j'admire chez eux, des choses qu'ils ont fait, qui m'ont beaucoup inspiré. Et je suis très, très transparent là-dessus. Après, moi, je suis un peu admiratif de tous les athlètes de haut niveau. Et je pense que je suis admiratif de tout le monde. J'adore les gens. Et j'arrive à trouver des qualités à tout le monde. Et du coup, le fait d'être vraiment dans cette démarche un peu positive, et essayer de montrer patte blanche, et de le faire de manière sincère et spontanée, je trouve que ça crée un climat de confiance, et qui permet des fois à la personne de se lâcher. Alors des fois ça se fait au bout de 5 minutes, des fois ça se fait au bout d'une demi-heure, des fois ça se fait uniquement durant les 5 dernières minutes, mais ça fait partie c'est marrant parce que j'en parlais dans une interview, je trouve que c'est la qualité principale d'un intervieweur, justement, c'est d'être capable de créer ce climat de confiance le plus rapidement possible. Du coup, des fois j'y arrive très bien, des fois j'y arrive beaucoup moins bien, mais c'est un petit peu les deux petits conseils que je pourrais donner aux éditeurs, quoi. Ouais, c'est super intéressant, effectivement, en partageant en général des expériences perso, ou effectivement en complimentant en fait la personne que t'as en face de toi, il va se sentir hyper à l'aise, il va se sentir ok, je suis pas là pour me faire juger ou quoi, et c'est comme ça qu'ils vont se livrer un peu plus facilement. C'est ce que je voyais beaucoup avec Nouvelle École aussi, que j'adorais ce podcast. J'étais vraiment triste quand il a arrêté. Et je croyais qu'il avait ce don justement de partager lui des expériences à lui, de le mettre en relief, et du coup c'était hyper intéressant pour nous et pour la personne qui est interviewée aussi en face. Ouais.
Du coup, toi, tu as créé Extraterrien en juillet 2019, donc il y a à peu près 1 an et demi, et ton podcast a plutôt bien décollé en 1 an et demi, enfin même plutôt très très bien. T'as apparu aujourd'hui régulièrement donc dans les nouveautés et tendances Apple, on en parlait en off. T'as aussi plus de 3000 personnes qui te suivent sur Insta, j'imagine des centaines de milliers d'écoutes. Je sais pas si là c'est le moment où tu as envie de partager un peu tes chiffres. Partager quelques chiffres. Bon, je peux partager, tu vois, le revenu que j'ai fait cette année, là, sur 2020. On est à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires généré. Sur les écoutes, je peux te dire qu'au mois d'août, sur le mois d'août, j'ai fait un peu moins de 50 000 écoutes. Depuis, je communique un petit peu moins dessus parce que je travaille avec une nouvelle régie récemment. On répond à beaucoup d'appels d'offres en ce moment et du coup, on se fait un petit peu discret. Et je suis très transparent aussi. C'est que effectivement, grâce à ma régie, j'ai réussi à être dans les promotions Apple et ça a pas aussi bien marché que ce qui était attendu. Il y a eu une augmentation de entre 30 et 40% sur on va dire les 2-3 semaines de promotion, mais ça n'a pas été une belle réussite et d'ailleurs j'ai compris pourquoi. Je suis content parce que j'ai compris pourquoi. C'est que je pense que le titre extraterrien, alors quand on sait que c'est du sport, quand on sait que c'est des interviews d'athlètes de haut niveau et qu'on fait des choses un petit peu folles dans leur vie, on comprend le sens. Mais si on sait pas tout ça, et ben en fait le titre n'en dit pas forcément long, tu vois. Alors que si j'avais appelé ça parole d'un champion ou dans la tête d'un athlète, bah tu vois, on aurait tout de suite compris un peu la valeur ajoutée, je pense, du podcast. Et au-delà de ça, et même dans la vignette, j'ai pas donné assez d'infos. Donc voilà, je sais l'expliquer. Si je le referai différemment. Ça se refera. J'aurai peut-être d'autres opportunités de le faire. Et après, qu'est-ce que je peux te communiquer d'autre comme chiffres? Ma newsletter, on est bientôt 1000, mais j'écris plus beaucoup, j'ai plus trop le temps. Après, le chiffre, je pense, important de se dire, c'est j'essaye d'y consacrer une journée par semaine, pas plus, parce que sinon je me laisse vite déborder et j'essaye de faire tenir tout ça là-dedans. Et après, pour réussir à ça, je me suis beaucoup entouré, quoi. Mais effectivement, ouais, en 1 an et demi, t'as mis énormément de choses en place, en fait. La question que j'avais, c'est, quand on a échangé sur LinkedIn, tu m'as dit, sur l'audience, j'ai vraiment été un pirate qui a tiré dans tous les sens, et je sais peu ce qui a marché finalement. Est-ce que tu pourrais nous dire justement, qu'est-ce que t'as mis en place, et comment est-ce que tu fais un peu pour évaluer ce qui a marché ou pas, mais effectivement, ce que tu m'as dit, c'est que t'avais du mal à savoir exactement ce qui a fonctionné, mais c'est peut-être un peu tout, justement. Moi, je viens du marketing, donc j'aime beaucoup chiffrer tout ce que je fais et mesurer le retour sur investissement. Et du coup, ce que j'avais mis en place, et ce que j'ai toujours d'ailleurs mis en place sur le podcast, c'est ce qu'on appelle un marketing backlog. Donc par exemple, j'ai noté en fait, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai noté toutes mes idées. Donc par exemple, je me dis, je vais retweeter tous mes invités, je vais faire un crossover avec tel podcast, je vais faire de la promotion sur une application de podcast moins médiatisée, tu vois par exemple. Tu vois, je vais vraiment tout noter. Et sur chacune de ces idées, je vais les noter sur 3 points. Le premier, c'est la facilité de mise en place. Est-ce que ça me prend du temps? Est-ce que c'est simple à faire ou pas? De 2, c'est l'impact que ça peut avoir. Donc, est-ce que, par exemple, tu vois, si je fais une promotion sur une application, moi, je vais pas aller sur Overcast, par exemple, ou une promotion sur Apple, je vais pas mettre le même degré d'impact parce que je sais que Apple aura beaucoup plus d'impact sur mes écoutes. Le troisième critère, c'est la confiance. Est-ce que j'ai déjà fait ce truc? Est-ce que je sais que d'autres podcasteurs l'ont fait et ça marche? Et tu vois, et du coup, je vais tout noter et après, je vais avoir une petite formule avec ces 3 critères et chacune de ces idées, elle va avoir un score et normalement, l'idée qui a le meilleur score, si tu veux, normalement, est l'idée la plus facile sur laquelle j'ai le plus de degrés de confiance et sur laquelle il y a le plus d'impact. Donc en gros, ça te permet un peu de prioriser, tu vois. Donc j'ai fait ça. Et en parallèle de ça, j'ai sur une autre feuille de ce fichier Excel, j'ai en fait un planning où je vais dire cette semaine je vais tester l'idée A, sur cette semaine je vais tester l'idée B, et je vais avoir une ligne où je vais semaine par semaine noter le nombre d'écoutes. Et comme ça, je vais tout de suite pouvoir voir si jamais j'ai un bond dans les écoutes, et je vais pouvoir le rattacher avec une expérience.
Le résultat des courses, c'est que la réussite les bons d'écoute étaient absolument pas reliés à des opérations que j'avais mis en place ou n'étaient pas forcément reliés effectivement à des campagnes que j'avais faites et dont j'étais très confiant et dont je pensais qu'elles allaient avoir beaucoup d'impact. Comme cette campagne avec Apple là. Ouais, exactement, par exemple. Alors Apple, effectivement, tu as déjà 30-40% sur les écoutes sur l'espace de 2 semaines, c'est déjà énorme. C'est déjà, c'est trop bien. Pas mal. C'est vraiment, c'est trop cool, tu vois. Après, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais échangé avec d'autres podcasteurs qui m'avaient dit, oui, moi j'ai fait x2, j'ai fait x3, d'autres qui me disaient, oui, moi je suis passé à 7000 écoutes par jour et tout, et moi j'étais là, bon, bah, j'y suis pas encore, mais c'est pas grave, on apprend. Du coup, voilà, c'est vraiment un truc que je recommande à tous ceux qui créent un podcast, c'est vraiment d'essayer de monitorer, essayer de quantifier et essayer de prioriser. Et après, sur les petites idées, franchement, j'ai fait tellement de trucs. Là j'ai mon fichier sous les yeux. Je te mets pas les trucs un peu crado, mais tu vois, j'ai tenté par exemple de faire un peu de faire un message automatique sur Instagram à tous mes nouveaux followers. Pour leur dire salut, bienvenue, merci beaucoup d'être un nouveau follower, je te recommande tel épisode par exemple. J'ai vu que ça avait absolument pas d'impact sur l'épisode en question par exemple. D'accord. J'ai tenté un peu de mass follow aussi et en fait c'était pas du tout quali, ça convertissait pas du tout sur des écoutes et surtout j'avais envie de rester très proche de ma communauté et en fait en faisant du mass follow j'étais pas du tout proche de ma communauté. Moi aujourd'hui je réponds à tous les messages sur Instagram tous les jours et j'en reçois entre 15 et 20 par jour et je prends le temps de répondre à tout le monde, de créer une conversation avec tout le monde, de poser des questions. Je m'intéresse vraiment aux gens, quel sport ils font, quels épisodes ils ont aimé, comment ils ont découvert le podcast. Je leur pose plein de questions à ma communauté. Du coup, ils sont assez engagés, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai tenté J'ai tenté de scraper LinkedIn. Tu vois, j'allais sur des comptes LinkedIn de gros podcasteurs et je scrapais les gens qui allaient commenter ou liker les posts sur leur podcast par exemple. Et moi, je les ajoutais derrière en leur disant que j'avais un podcast. Pareil, ça a rien fait. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques trucs comme ça. Et comment t'arrives à savoir si ça a pas eu d'impact en fait? Bah, si tu veux, je monitorais les clics, je monitorais les conversations que j'avais essayé d'engager, j'essayais de regarder les écoutes directement. Donc tu vois, des fois, je mettais des liens vers un épisode en particulier et du coup, j'essayais de voir si ça avait un peu grossi. Des fois, je mettais des liens vers tout le podcast pour voir si ça faisait augmenter un peu les classements Apple. Bon, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, si tu mets ton lien Apple partout et que tu envoies des messages à tout le monde et que t'as un petit nombre de gens qui cliquent, forcément ça va te faire remonter dans les classements, mais les classements Apple, pour moi ça là par exemple ça c'était une des hypothèses que je voulais vérifier. Est-ce que si je suis dans les 3 premiers du classement Apple sur la catégorie sport, est-ce que ça fait grimper mes écoutes? Et en fait pas du tout. Vraiment rien du tout, alors que j'étais quand tu t'allais dans la catégorie sport, j'étais sur le premier écran et en plus j'étais avec une vignette qui était très différente de mes concurrents parce que les concurrents c'est des grands radios qui mettent des replays, donc elles ont toutes la même vignette plus ou moins, tu vois. Donc moi ça détonnait vraiment et aucun retour là-dessus quoi. donc ouais, ça c'est un petit peu les expériences que j'ai fait. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu arrives à justement déterminer ce qui a bien fonctionné, des petits tips? Est-ce que ça va être justement des petits trucs, des petits, comment on appelle ça? Des petits hacks ou des petits... Oui, voilà, des hacks, c'est ça. Des petits hacks, ou est-ce que c'est sur le long terme justement? Est-ce que ça va être plus global en mode développer, créer un lien particulier avec sa communauté par exemple? Est-ce que tu arrives à savoir qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui a bien marché, c'était un peu la communication que je faisais en tant que podcasteur sur mon compte LinkedIn par exemple. Où je raconte mes petites réussites, quand j'ai un partage dans un média, je fais un petit post dessus. J'aime bien j'aime bien aussi poser des questions à beaucoup de podcasteurs. Je me suis entouré de beaucoup de podcasteurs et je pense que ça c'est quelque chose d'important parce que tu peux avoir effectivement des gens qui prennent le temps d'écouter un épisode, te faire un feedback. Je pense que ça c'est hyper important. Moi j'ai essayé de créer un des trucs dont je suis sûr que ça a bien marché, c'est que j'ai essayé de créer des liens très forts avec mes auditeurs, vraiment d'engager la conversation avec eux. Alors ça passe pas à l'échelle, ça prend du temps, ça c'est sûr. Après faut s'organiser, faire des petits tips. Tu vois, aujourd'hui je vais sur Instagram tous les jours à la même heure. Ça change un petit peu en fonction des jours, mais tous les jours à la même heure, je vais sur Insta, j'ai 30 minutes et mon but c'est de répondre à tout le monde et de faire une réponse personnalisée, sympa et de poser des questions et de m'intéresser à la personne. Qu'est-ce qui a vraiment marché? Si je devais me poser la question, je pense déjà ce qui marche vraiment c'est de tout essayer, ça c'est sûr. Au bout d'un moment on trouve le truc qui marche. Donc j'ai beaucoup tapé à des portes, tu vois, différentes. Moi j'ai essayé beaucoup de pousser le bouche à oreille par exemple.
Donc, tu vois, je dis dans mon intro, en fait, un des trucs assez intéressants, c'est je dis directement à mon intro, effectivement, aux gens de partager sur Instagram en story, c'est très précis, avec l'option qui est proposée par exemple avec Spotify. Et ça marche très bien. Exact. Et je dis aux gens en plus une récompense, si jamais ils le font et qu'ils me taguent, je les repartage. Et je le fais à tous les coups. Je manque aucun repartage. Du coup, il y a une petite récompense par rapport à ça. Et ça marche bien. Du coup, il y a un bel effet de bouche à oreille qui est assez intéressant. J'ai aussi beaucoup travaillé le bouche à oreille des athlètes et de mes invités. Ça, je pense que c'était fondamental. J'ai un kit de partage pour eux. Je leur montre des posts d'autres athlètes qui ont vachement bien marché en termes de likes et en termes de clics, moi, pour mon podcast. Donc, vraiment essayer de pousser ça. Et aussi, un autre truc que j'ai fait, les groupes Facebook. J'ai eu j'ai fait beaucoup de posts sur des groupes Facebook qui ont fait des gros flops. Mais tu vois, par exemple, hier, épisode sur l'escalade, j'ai trouvé 3 groupes Facebook d'escalade avec plus de 2000 personnes. J'ai fait un petit message sympa, j'ai partagé le lien Spotify. Là, je regarde, j'ai 120 clics. Donc tu vois, ça se convertit pas toujours en abonnés, ça se convertit pas toujours même en écoute, mais c'est intéressant, ça génère pas mal de choses. Et après, un autre truc, je pense que les podcasteurs osent pas faire, c'est essayer d'aller contacter donc soit les groupes Facebook, soit les autres intervenants autour de leur invité, par exemple. Notamment quand on a un podcast d'interview. Typiquement, je sais pas si j'allais interviewer, je sais pas, le directeur communication de LVMH, par exemple. Et ben, franchement, bon là c'est la communication, donc c'est un peu paradoxal, mais bah j'essaierai de contacter les autres personnes qui sont dans l'équipe de communication et leur dire ouais, je pense que ce serait super intéressant que vous le partagiez. Ou j'essaierai d'envoyer le podcast directement en MP à d'autres directeurs communication. Et tu vois, et moi ce que j'ai fait, c'est que typiquement quand j'ai un athlète, et ben je récupère tous ces sponsors et je leur envoie un message personnalisé sur le sponsor en leur disant voilà, votre athlète ambassadeur est passé sur mon podcast, il a parlé de vous pendant 2 minutes, il est vraiment super sympa, je pense que vous auriez intérêt de le faire découvrir plus à votre communauté parce que il dégage de super bonnes valeurs et si vous voulez associer vos valeurs à votre marque, je pense que ce serait un bon moyen de communiquer. Et ça marche super bien. Et tu vois, je suis allé interviewer d'autres, j'hésite pas aussi à solliciter d'autres parties prenantes, tu vois, les fédérations, les commissions de sport, tu vois, d'autres médias un peu plus niches, tu vois, par exemple. Et ça marche vachement bien parce que quand eux ils te repartagent, ça fonctionne super bien. Donc tu vois, par exemple, si je devais interviewer quelqu'un sur du pro, j'hésiterais pas à contacter son entreprise, j'hésiterais pas du tout à contacter même son école, à lui dire ah votre alumni, je l'ai interviewé, c'était super bien, franchement, je pense que ça intéresserait vraiment vos élèves actuels et votre communauté alumni, tu vois, par exemple. Là je donne des idées en l'air, hein, mais et je trouve que les podcasteurs osent pas assez, tu vois, solliciter un peu en fait les écosystèmes un peu connexes à leur invité ou à leur podcast tout simplement, et ça marche, ça pour le coup ça marche bien, ça c'est sûr, ça marche bien. Et donc tu utilises LinkedIn, quoi, t'envoies un message privé et tu tentes, quoi, et ça marche, ouais, exactement. Ça marche pas, exactement. Voilà, et tu vois, j'ai essayé 3-4 messages différents, j'ai vu un peu là où j'avais le plus de taux de retour. J'ai un message un peu, j'ai un squelette de message qui marche bien, je le personnalise un peu avec le contexte, j'essaie et tu vois, je vais pas m'embêter, j'en envoyais 4, 5, maximum 10 messages, tu vois, ça me prend 30 minutes, et si ça marche pas, tant pis. Dans le meilleur des cas, franchement, j'ai engagé la conversation avec quelqu'un qui est dans un écosystème connexe à moi, c'est-à-dire le sport, qui connaît l'athlète et qui va écouter l'interview et qui va me faire un feedback. Et dans le meilleur des cas, elle le repartage. Enfin, c'est que du gagnant, quoi. Et dans le pire des cas, elle me répond pas, elle se dit bon, tant pis. Voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est hyper intéressant. Franchement, merci pour ces tips. On voit le côté marketing. Et franchement, c'est du pain béni. Je sais pas comment dire autrement, mais voilà. Franchement, hyper intéressant. J'ai d'autres petites questions parce que il y a encore tu fais plein de choses, donc j'ai plein de questions pour toi. Mais à côté donc de ton travail, tu me disais, et de ce podcast aussi, créateur donc alors je sais pas exactement si c'est encore dedans ou pas, tu vas nous dire, d'un site qui s'appelle Natural Athlete Club. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Ouais, bah en fait, j'ai monté une société, ce qu'on appelle une société d'édition de sites internet. Donc tout simplement, c'est une boîte dans laquelle on a monté plein de sites et qu'on a essayé de monétiser un peu de différentes manières. C'était à l'époque où on voulait apprendre à faire des sous avec le web. C'était les débuts de l'entrepreneuriat pour moi, et c'était un terrain d'exploration qui était génial. Et du coup, Natural Athlete Club, c'est un site sur lequel on communique un peu plus parce que on a eu
plus de succès en termes de notoriété, de chiffre d'affaires, et sur lequel on avait envie de créer une marque à un moment donné, qui était une marque de compléments alimentaires. Ça s'est jamais fait, mais c'est un peu aujourd'hui, donc tu vois, c'est un site dont la gestion est entièrement déléguée, sur lequel je suis plus du tout opérationnel dessus, mais ça a été vraiment mon terrain d'exploration. Tu vois, typiquement, bah c'est comme ça que j'ai découvert un peu mon plaisir de l'interview, parce que je suis allé interviewer plein de nutritionnistes. Donc peut-être pour expliquer, en fait, c'est un site c'est un site de contenu vraiment où on essaye de démocratiser plein de concepts sur la nutrition, sur la santé, sur le sommeil, sur et sur le sport, sur plein de sujets variés. Et on essaye d'apporter de la valeur. Et là où effectivement là où on monétise, c'est que notamment un peu sur la partie complément alimentaire, sur la partie formation, sur la partie mise en relation avec des experts sur certains sujets. Et c'est là-dessus qu'on arrive à monétiser. Et tu vois, voilà, c'était vraiment un terrain de jeu. On a appris le SEO, on a monté une très grosse newsletter aujourd'hui qui fait 45 000 personnes, je crois. Ça nous a permis de nous connecter avec plein de gens. Comme je te disais, on a fait des interviews de nutritionnistes, de coachs sportifs, d'hypnothérapeutes. Enfin, c'était vraiment génial. On s'est lancé sur YouTube, tu vois, aussi. On a essayé pour bidouiller un peu l'algorithme de YouTube. Donc ça a été une super aventure pendant 2 ans, et après en fait tout simplement on a mis la plupart de nos sites sous gestion avec mon associé Léo, et aujourd'hui on fait tourner ça, mais on n'intervient plus de manière opérationnelle, et on crée plus de contenu nous à titre perso dessus. Parce que, ok, ma question c'était, est-ce que il y a un lien entre ton podcast et ce business-là? Est-ce que tu utilises le podcast en fait d'une manière ou d'une autre pour vendre, du coup c'est pas des produits, mais pour ce site, ou pas du tout? Ou c'est complètement décorrélé? Alors pour l'audience extraterrien, c'est absolument pas connecté. C'est-à-dire que je ne parle jamais de Natural Athlete Club à mon audience sur extraterrien. Certains curieux sont allés voir et ont trouvé, effectivement, ont regardé et m'ont suivi aussi sur ce canal-là. Par contre, je te cache pas que ça a été une super audience pour commencer le podcast. Notamment, tu vas aller chercher je sais pas, les 200 premiers auditeurs, tu vois, vu qu'on avait une grosse base email, c'est leur dire, ah, au fait, on a un petit side project, ça devrait pas tous vous intéresser, mais c'est sur le sport, on va interviewer des athlètes de haut niveau, voici les premières interviews, et tu vois, on a vu qu'on avait sur des newsletters, tu vois, généré effectivement pas mal de clics et un peu de trafic. Ça nous a permis aussi de hoster le podcast de manière en web, tu vois, d'avoir une page pour s'abonner à une newsletter au début, parce que j'avais un peu, je voulais vraiment avoir un site qui me corresponde. On n'avait pas de freelance dispo tout de suite pour avoir ce qu'on voulait. Et puis on voulait être bien ranké sur Google, donc on l'a fait chez nous. Mais on n'a pas aujourd'hui, non, je monétise pas avec. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, je pourrais vendre des produits, je pourrais rediriger du trafic dessus, mais j'ai pas envie de mêler les deux images et les deux marques pour l'instant. Certains l'ont fait de manière naturelle. Je prévois de le faire à un moment ou à un autre. Pour l'instant, c'est pas trop le sujet. Et si tu veux, comme le sujet des compléments alimentaires dans le sport, c'est un sujet parfois un peu touchy. Un des trucs sur lesquels on s'est rendu compte effectivement, c'est que c'est très dur de mettre les gens d'accord sur la partie santé. Tu vois, il n'y a pas de formule magique sur personne. Ce qui marche bien avec certaines personnes ne marche pas sur d'autres. Et du coup, c'est très difficile d'avoir l'unanimité, tu vois, sur ces sujets. Et j'ai pas envie de créer des débats sur le sujet de la santé et de la nutrition avec l'audience extraterrien, parce que c'est fatigant, parce que j'ai plus du tout envie d'être dans le débat, et j'ai plutôt envie d'être un rassembleur plutôt que de quelqu'un qui divise. Enfin, je te dis ça parce qu'en fait, on a eu certaines vidéos YouTube où tu vois, où j'ai eu des centaines de commentaires de gens qui me disaient, mais je déteste le véganisme, je déteste ce que tu fais, vive les mangeurs de viande, enfin tu vois, des trucs nuls, tu vois, juste c'est une prise de position. J'ai tenté d'être vegan, peu importe, j'ai tenté, je le suis plus, j'ai appris plein de choses et c'est trop bien. Et du coup en fait je me suis rendu compte que c'était assez récurrent sur la santé, et j'ai plus du tout envie de le faire. Donc je suis assez tranché dessus, et effectivement j'ai pas tenté ça, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas, ouais, un jour pourquoi pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a plein de questions qui me viennent. Mais t'avais cette chaîne YouTube, effectivement, il y avait presque 10 000 abonnés dessus. Donc elle est arrêtée, c'est ça, depuis? Ouais, exactement. Et ça fait 1 an et demi, je pense qu'on n'a pas publié de vidéo dessus, ouais. Et du coup, une de mes questions, c'était aussi pourquoi est-ce que, pour Extraterrien, est-ce que t'aurais pu faire une chaîne YouTube aussi? Parce que le concept n'est pas exactement le même, mais
Du coup, ça marche plus trop parce que il y a pas vraiment de lien entre les deux. Mais je voulais savoir s'il y avait un passage entre YouTube vers le podcast. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que YouTube, il y a des choses qui t'ont déplu peut-être, ou t'as eu des expériences tu me disais justement des commentaires négatifs. J'ai aussi l'impression que la communauté podcast est un peu plus bienveillante. Ouais, vraiment, vraiment, ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment de ça. Aujourd'hui, moi, on va dire, le succès dont je suis le plus fier, c'est vraiment la sympathie de ma communauté. C'est vraiment, toutes les personnes avec qui j'engage la conversation, mais ils sont, mais tellement bienveillants, tellement sympas, tellement positifs. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait effectivement à l'époque où j'avais une chaîne YouTube et à chaque fois que je sortais une vidéo, je pouvais me retrouver avec quelques haters. Tu vois, bon, ça m'est pas arrivé souvent. Hein. J'ai comparé à d'autres YouTubeurs, c'est rien, hein, c'est une goutte d'eau. Bah écoute, déjà, moi j'ai mis le podcast sur YouTube et c'est un très très bon canal d'ailleurs pour faire découvrir, je pense, le format podcast à des gens qui sont pas du tout familiers. Et notamment quand je parlais tout à l'heure d'envoyer le podcast à des personnes connexes à un écosystème par exemple ou des influenceurs ou des personnes qui peuvent potentiellement le relayer, je renvoie très souvent à la fois le lien Spotify et le lien YouTube parce que YouTube c'est une plateforme familière et tout. Donc ça marche très bien là-dessus. Donc je le recommande. Et après, en fait, si tu veux, j'avais sur le montage, j'y passais beaucoup de temps, c'était assez chronophage et j'avais pas envie de me replonger dans cette aventure-là. Et comme j'avais envie de faire quelque chose de long, un peu profond et tout, et je me suis dit mais si je dois partir sur du montage de trucs qui durent 1 heure, je vais m'arracher les cheveux. Donc aujourd'hui, j'ai été approché par des vidéastes qui veulent m'aider à lancer un truc sur la partie vidéo. Je le garde un peu sous le coude en me disant voilà, si jamais je commence à bosser sur un appel d'offres ou avec un partenaire et qu'il a envie d'une offre vidéo, bah j'aurai tout de suite les bonnes personnes avec qui co-créer ça. Mais là aujourd'hui, la vidéo c'est hyper chronophage, j'ai pas le temps et du coup je suis hyper bien avec ce rythme-là quoi. Je suis très apaisé. Hyper intéressant. Justement, on va parler un peu d'organisation. Parce que donc tu disais, tu es Head of Startup chez School Lab. T'es aussi donc papa. T'as une vie plutôt bien remplie. T'as plusieurs entreprises. Enfin, t'as plein de choses. T'as ce podcast. Comment est-ce que t'arrives justement à t'organiser pour produire un épisode par semaine? Parce que c'est quand même énorme. Donc tu disais un jour, c'est ça? Un jour par semaine qui est réservé à ça? Ouais, c'est un jour en recollant les petits bouts. Je te cache pas. J'essaye d'être. Moi, j'aime vraiment bien le concept de s'accorder des blocs de temps pour faire une chose et pas deux. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui sur mes autres activités. Tu vois tu vois comme là aujourd'hui, tu vois, je me suis bloqué 2 heures. Là, on a une conversation. Ça paraît logique que je sois pas sur mon téléphone ou que je sois pas en train de faire autre chose en même temps. Mais j'essaye de le faire pour tout. Et pour le podcast, aujourd'hui, j'ai une très grosse. Enfin, en fait, pour chaque épisode, j'ai une to-do list. Et qui est très longue et qui va de est-ce que j'ai bien envoyé le brief à l'invité à est-ce que je lui ai demandé d'aller faire ses besoins avant de commencer l'interview d'une heure et demie parce que si jamais il s'arrête pendant l'interview ça me fait du montage et ça me fait perdre 5-10 minutes plus tard. C'est très drôle ça. Ouais, mais tu vois, et je vais jusqu'à ce degré de détail, tu vois, à lui dire exactement tout ce qu'il doit faire, s'assurer que tout est bon. Je me mets aussi dans ma to-do list, effectivement, de partager avec les sponsors, de partager avec les fédérations, ce genre de choses. Et je me mets en fait chaque micro-tâche, je l'ai décomposée. Donc j'ai en gros une trentaine de points, tu vois, donc créer la vignette, créer le post numéro 1 sur Insta, je vais avoir uploadé dans Ophonic, je vais avoir uploadé sur YouTube, je vais avoir plein de choses et du coup en fait chaque épisode ça devient presque quelque chose d'automatique et sur lequel je me pose même pas de questions et en fait je lance les trucs et dès que je me mets dans mon tunnel ça avance très vite et aujourd'hui quand je récupère la piste audio avec un invité et que je dois préparer toute la com, faire le montage, uploader sur YouTube et shooter les messages à l'athlète et à tous les partenaires, j'en ai pour 2h30, 3 heures max. Et du coup, le reste du temps, c'est pour échanger avec les athlètes ou pour faire les interviews directement, quoi. Et du coup, tu fais très peu de montage, j'imagine, sur l'épisode en lui-même, c'est ça?
Ouais, j'essaye d'anticiper le plus de problèmes possible pour ne pas avoir à en faire. Donc je mets play au moment où je commence, je mets stop au moment où j'arrête, préviens la personne que je ferai pas de cut, mais que bon, si je peux faire une exception, mais que ça me dérangerait un petit peu. Tu vois, tu fais tes petits messages un peu d'inception, tu vois. Et je lui préviens en fait. Et c'est juste ouais de l'anticipation, de l'organisation. Et c'est marrant parce que tu vois, d'ailleurs, j'ai des invités qui m'ont dit, quand j'échange, il y a certains invités, j'arrive pas à les avoir au téléphone et du coup, on s'organise par email. Ou par exemple, tout simplement, je dois passer par leur agent et leur agent me disent non, 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 si je suis là, c'est justement pour pas avoir à faire ces 30 minutes de téléphone avant, tu vois. Du coup, il y en a, je les rencontre et c'est direct, j'appuie sur play presque, tu vois. Enfin non, il y a peut-être 5-10 minutes de brief, mais c'est tout. Et il y en a qui me disent waouh, je suis surpris, hein, j'ai l'impression que c'était quelqu'un de très carré, pas très fun, en voyant tes emails. Et en fait, quand je suis en conversation avec toi, on se marre, tu vois. Et je leur dis bah ouais, en fait, c'est juste pour que ça tourne et que ça aille vite, quoi. Et ils comprennent très bien. Et d'ailleurs, on me dit souvent que c'est très pro, donc je suis assez content. Bon, top. Et est-ce que tu travailles en batch, c'est-à-dire est-ce que tu vas faire pendant 2 jours, tu vas faire 5 interviews, j'en sais rien, et après tu t'occupes de toute la com, ou est-ce que tu fais vraiment au fur et à mesure, chaque semaine tu t'occupes d'une interview? Écoute, j'ai testé les deux. C'est une super bonne question. J'ai vraiment testé les deux. Ça dépend vraiment de mon état de flow. Des fois, je suis parti, tu sais, je sais pas, je vais me booker une matinée dans la semaine et je vais faire un premier montage et je vois que je suis dans le flow et que je suis chaud pour en faire un 2, 3, 4 et je le fais. Et ça m'arrive. Après, la seule petite chose, c'est qu'en fait, ça casse un petit peu le côté actualité et direct que j'ai avec mon invité. Parce que, bah, tu vois, par exemple, là, je sortais un épisode avec une handballeuse. En ce moment, c'est les championnats d'Europe de handball. Et du coup, en fait, le fait que je fasse mes posts bah, juste avant la sortie de l'épisode et que je puisse, on va dire, rebondir un peu sur l'actualité, sur leur victoire et tout de l'équipe de France, bah, ça a un petit peu amplifié la communication. Et moi, ça me permettait d'être vraiment dans le mood. Pour l'instant, écoute, j'ai pas trouvé ce qui me permettait d'être le plus productif possible. Je sais juste que en une journée par semaine, c'est difficile de gérer plusieurs épisodes. Mais ça m'arrive très souvent de me faire des semaines où je vais faire 3-4 enregistrements. Ça m'arrive très très régulièrement, ouais. Super intéressant. Bon, bah, top. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Bah, alors, on arrive vers la fin de l'interview. J'ai encore des petites questions. Tu as dit récemment que tu avais beaucoup d'ambitions avec ce podcast. Donc, quelles sont ces ambitions à venir? Quels sont tes projets à venir avec ce podcast? Là, tu me poses vraiment une question piège parce que mon ambition est tellement débordante que je vais te dire que j'ai pas de limite. Franchement, j'ai pas de limite. Et ce week-end encore, je déjeunais avec des copains. Et on parlait de ça et ils étaient en train de me dire mais toi en fait tu veux devenir le Nelson Montfort du sport, tu veux devenir tu vois le nouveau Patrick Montel, et je leur dis mais tu sais quoi, même ça, si j'y arrive, j'aime tellement ce que je fais, je me donne tellement à fond et je crois tellement en moi en ce moment que même ça me semble pas du tout inatteignable et je me sens largement capable d'y arriver, tu vois. Ça, c'est génial. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que il faut surtout apprécier le chemin, tu vois. Peu importe où je vais, moi je reste hyper ouvert aux opportunités. J'ai envie de dévorer le monde du sport. J'ai envie de devenir une référence. J'ai envie qu'on se souvienne de moi dans 20 ans et qu'on se dise waouh, c'était le podcasteur sportif. Mais je reste ouvert à tout. Et en fait, ma façon de réfléchir, c'est plutôt de me dire est-ce que je vais prendre beaucoup de plaisir? Est-ce que je vais rencontrer des gens géniaux pour faire ce projet? Ou est-ce que ça va pouvoir permettre de financer des projets à venir? En gros, c'est quand on me propose un truc, c'est comme ça que je réfléchis. Et là, aujourd'hui, je peux te dire ce que j'ai prévu pour les 3-4 prochains mois. Parce que, voilà, effectivement, il y a des enjeux de planning et tout. Mais là où j'ai envie d'être dans 5 ans, mais franchement, si je te dis bah, j'ai envie d'être le nouveau Nelson Montfort, mais même là, je pense que je pourrais faire 3 fois mieux, quoi. Franchement, dans 5 ans, il y a les Jeux en France, il y a les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est une aubaine incroyable. Mon imagination, elle est trop faible comparée à ce que je peux atteindre, je pense. Vraiment, ça peut paraître un peu arrogant, mais ce qui est important pour moi, c'est de kiffer au jour le jour, c'est de kiffer ce que je fais. Plus je prends du plaisir à faire mes podcasts, à m'ouvrir à d'autres gens, à me connecter au milieu des médias, au milieu de la presse, à me connecter aux sportifs, et plus ça m'ouvre des portes. Et pour un peu, bah, je sais pas, pour un peu, on m'ouvrira une porte
que j'aurais même pas pu imaginer, tu vois. Donc je me mets pas de barrière et je me fixe pas un objectif ou quoi, parce que sinon soit je vais être déçu, soit je vais me limiter à cet objectif, tu vois. Après, so what, une fois que tu l'as atteint. Donc l'objectif c'est de me donner à fond tous les jours et de prendre le max de plaisir. Voilà. C'est magnifique. Franchement, je te le souhaite. Vu tout ce que tu mets en place, j'y crois. Je serais... Bah écoute, on verra. L'avenir nous le dira. C'est pas que y croire. Après derrière, faut exécuter. Il y a du travail, bien sûr. Ça c'est clair. Si tu avais un conseil à donner à un podcasteur qui a envie, bon, on va dire quelqu'un qui a déjà un podcast, qui a peut-être envie de développer son podcast, qui est peut-être un peu déçu par les résultats qu'il a en ce moment, ce serait quoi ton conseil numéro 1? C'est de penser long terme. C'est vraiment de penser long terme. Parce que y a pas de secret sur le podcast, c'est ce qui marche, c'est la durée. Et il y a pas de raccourci, on peut pas tricher, on peut pas arriver à la première place comme ça. Le seul moyen en fait de faire perdurer et de trouver vraiment un cercle vertueux, c'est tout simplement de penser long terme. Voilà, et de penser plaisir, de penser énergie et de penser récurrence et régularité. Voilà. Super. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre tes aventures? Bah si c'est la partie effectivement plutôt podcasteur un peu et peut-être pas, je vais pas dire leader d'opinion parce que je suis pas du tout un leader, mais je partage un petit peu mes aventures professionnelles, c'est sur LinkedIn. Je suis assez actif, j'essaye de poster 1 à 2 fois par semaine dessus et je réponds à tout le monde, donc ne surtout pas hésiter. Et si c'est plutôt la partie extraterrien, le réseau social, je pense que les auditeurs et les auditrices l'auront compris, c'est Instagram, voilà, où je me connecte 1 fois par jour et j'essaye de donner tout ce que j'ai à donner pendant cette petite demi-heure. Parfait, et je mettrai les liens en description, bien évidemment. Merci beaucoup Bart, c'était hyper intéressant, j'étais ravie de te recevoir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura appris plein de choses, moi en tout cas oui, donc encore merci à Bart pour ses conseils super pro. Ce qu'il faut retenir de l'épisode. Numéro 1, test and learn. Il faut toujours noter ses idées, avoir un carnet où vous pouvez noter toutes vos idées, les tester et puis analyser effectivement ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, itérer, etc. Et si le marketing c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous entourer ou alors aller demander des conseils, aller tester des petites choses, ne vous pressez pas à tester plein de choses en même temps. Voilà, faites petit à petit. Numéro 2, n'ayez pas peur de partager vos épisodes avec tout le monde et même l'entourage de l'invité. Essayez de faire des connexions entre l'épisode, votre invité et puis qui ça pourrait intéresser. Au pire, vous avez un vu et au mieux, c'est quelqu'un qui va aller écouter votre épisode et pourquoi pas le partager, donc il n'y a rien à perdre. Numéro 3, ce qui compte, et ça je le répète et je suis complètement d'accord avec ça, le lien avec sa communauté, c'est le plus important. Vous l'avez vu, Bart l'a dit, il a été dans les tops sur Apple Podcast et en fait ça n'a pas eu un grand impact pour lui. Peut-être que pour d'autres podcasteurs ça va avoir un impact beaucoup plus grand évidemment. Mais effectivement ce que lui dit c'est que ce qui compte c'est le lien avec sa communauté, le fait d'être présent tous les jours sur Instagram pour répondre aux messages privés, etc. Essayez de comprendre qui sont ses auditeurs et auditrices aussi, c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.